Dernière bande d'ailleurs de cette émission de l'International, nous revenons justement sur la suspension des activités de l'entreprise Orano du côté de Niger, qui évoque justement certaines contraintes, notamment financières, couplées au contexte fortement dégradé. Les principales raisons, Lina Larbaoui, évoquées par la filiale du spécialiste français Orano de l'uranium, contraint donc à suspendre ses activités du côté du Niger, au-delà bien sûr du cas spécifique le Niger et les ressources, ou du moins son uranium. Nous jetons un regard ce soir sur un pillage généralisé de nos ressources naturelles. Comment le continent africain peut-il détenir le tiers des réserves mondiales, tout minerai confondu, et demeureux jusqu'ici le plus pauvre du monde? Comment expliquer ce paradoxe? Quelle est la responsabilité de la classe dirigeante africaine dans cette absurdité? Linda Larbaoui, Orano met en évidence 1050 tonnes de concentré d'uranium issus des stocks de 2023 et 2024 pour des pertes estimées jusqu'ici à environ 300 millions d'euros. Dans un contexte où les frontières restent fermées, il est difficile justement pour cette entreprise de poursuivre ses activités. Résultat, ou du moins conséquence directe, Orano suspend ses activités d'exploitation d'uranium du côté du Niger. Les raisons avancées sont-elles justifiées à votre avis, Linda Larbaoui, au regard justement du contexte avec l'arrivée des nouvelles autorités qui, on le rappelle, il y a quelques mois déjà avaient retiré la licence d'exploitation à cette entreprise? Ce que les autorités ne disent pas, mais ça a été dévoilé, c'est le massacre des êtres humains à travers les exploitations d'uranium au Niger. Il y a eu beaucoup de cancers déclarés, il y a eu beaucoup de morts. On était arrivé à un moment où il y avait 13 morts par semaine, c'est énorme, sans parler de la conséquence justement des autres populations qui ont été atteintes du cancer. Ça, on n'en parle pas. Je crois que les autorités n'ont pas envie de rajouter, mais c'est très bien ce qui se passe. Et il faut quand même souligner que l'Afrique, avant la matière première, on a exploité les êtres humains. C'est un épisode qu'il faut toujours rappeler, qu'il ne faut pas oublier. On est venu prendre des êtres humains pour construire le nouveau monde qui est devenu les États-Unis, le Canada et puis le reste de l'Amérique. Et puis après, quand tout ça a été construit, on est venu pour exploiter la matière première et construire l'Europe. Donc l'Afrique souffre depuis 5 siècles et c'est pour cela que quand on a abordé le sujet des BRICS, j'ai bien expliqué que c'était un contrepoids. Je crois que tout le monde, là sur le plateau, nous sommes tous d'accord qu'il faudrait qu'on passe à autre chose. Mais le plus, là actuellement, le Niger est en bonne voie. Il est vraiment en bonne voie. Il y a des bonnes décisions qui sont prises à tous les niveaux concernant les matières premières, concernant la politique qui est à l'intérieur, c'est-à-dire aller vers la production de l'électricité, la production des médicaments aussi. Et ça rejoint justement les malades de cancer, puisqu'il est question de fabriquer des médicaments contre les cancers. Et le Niger, qui fait partie de la AES, bien sûr, plus il se renforce, plus les autres pays de la AES se renforcent également. Donc, on va arrêter d'être saigné. Et j'espère vraiment, j'ai la gorge nouée, c'est un sujet qui me fait beaucoup de mal quand je vois la souffrance des peuples africains, qui n'en finit pas d'ailleurs. Mais par contre, pour qu'on puisse aller vers autre chose, aller vers des BRICS, aller vers une Brezleka, il faudrait un certain pragmatisme en Afrique. Il n'y a pas que... il faut des alliés. Les alliés ne viendront pas investir s'il n'y a pas une stabilisation et un pragmatisme. La stabilisation au niveau justement des cellules terroristes, il faut les éradiquer complètement. Donc il faut un travail commun pour toute l'Afrique, sachant que l'Union africaine a créé une plateforme justement pour répertorier tous les terroristes qui sont sur le continent.
ou ceux qui sont susceptibles de devenir terroristes. Ça, c'est déjà une bonne chose, une très bonne chose. Ça a été fait en 2003 et ça n'a jamais été mis à jour. Par contre, il y a un an, il y a eu des modifications dans tout ça. Et il y a aussi un autre travail qui est en train de se faire, c'est-à-dire que l'Union africaine, tous les pays de l'Union africaine doivent se passer l'information quand il s'agit d'un terroriste repéré quelque part. Ça va ramener une certaine stabilisation du Sahel ou d'autres pays qui sont touchés, notamment le nord du Cameroun, mais il y a également la stabilisation des États. Le jour où j'ai parlé de régime, tout le monde m'a sauté dessus. En Afrique, on n'a pas d'État, nous avons des régimes. Pourquoi je dis régime? Parce que le colon, c'est ce qu'il a fait avant de partir. Et on passe, c'est le continent qui a connu le plus de coups d'État, le plus d'assassinats de chefs d'État. Donc, on a gardé des régimes en place et à chaque fois qu'un État est né, on s'est arrangé pour l'éliminer, justement pour ne pas qu'il y ait un pays stable qui puisse aller vers un développement et empêcher le pillage et empêcher justement ce saignement dont souffre l'Afrique. Quand je vois nos enfants traverser dans des pirogues ou vouloir aller de l'autre côté du continent alors qu'ils pourraient être très heureux chez eux, donc il faut empêcher tout ça. Il faut que le Niger, ça, franchement, tout ce qu'ils sont en train de faire, ça va dans le sens justement pour stabiliser le Niger. Et c'est à partir de là que tout l'entourage peut être stable également. Un voisin fort nous donne de la force. L'histoire de l'uranium. Regardez, la France a développé son nucléaire en Afrique. 57 essais nucléaires dans 17 véritables bombes. C'est tout le Sahel. C'est pas que l'Algérie qui était touchée, la Mauritanie, jusqu'au Soudan, mais tous les pays ont été touchés. Et on nous empêche d'utiliser l'uranium justement pour avoir de l'énergie. En 2003, il y a eu un mini-tsunami qui a dévoilé les rivages de la mer Rouge, notamment en Somalie, principalement en Somalie, on venait nous enterrer les déchets nucléaires. Et aujourd'hui, le Niger se bat pour rétablir les choses, pour se réapproprier ce qui appartient au peuple nigérien. Mais à côté de cela, vous avez des maladies qui se sont développées et vous avez aussi des naissances d'enfants handicapés. Ça, on n'en parle pas. J'espère que ça va s'arranger pour eux et qu'ils trouveront un véritable investisseur, ou bien c'est l'État carrément qui va investir, puisqu'il est question justement avec la Russie d'avoir des accords pour enrichir le nucléaire sur place et le vendre déjà enrichi, comme le font les Russes d'ailleurs. Les Russes, ils vendent, le premier acheteur du nucléaire russe, c'est les États-Unis, hein, ils achètent encore. Donc, il y a 50 centrales nucléaires aux États-Unis qui fonctionnent avec le nucléaire russe. Et pourquoi pas le Niger qui va investir dans tout ça et qui pourra vendre son propre nucléaire enrichi avec l'aide de la Russie. Voilà. Et nous comprenons parfaitement votre émotion, Lida Larbaoui, une émotion que nous partageons, car il nous est également difficile de trouver des explications à ce paradoxe. Un continent qui détient le tiers des réserves mondiales, tout minerai confondu, et qui jusqu'à présent reste considéré comme étant le plus pauvre. Nous avons fait un listing justement de ces ressources naturelles en question, 78% du diamant de la planète, 89% de platine, 81% de chrome, 61% de manganèse, 60% de cobalt, 20% de la production d'uranium mondial, 80% du coltan, 40% des réserves d'or, 10% des réserves pétrolifères et pourtant le continent reste le plus pauvre. Alors, Monsieur Kamdem, vous êtes avec nous au standard, vous allez rester en attente. On va essayer de comprendre ce qui se passe précisément avec vous, Anatole Albera, ici. Qui est à blâmer dans ce paradoxe? Quelle est précisément la responsabilité de la classe dirigeante? Parce que quand on regarde le cas du Niger, on a presque envie de dire que c'est un ouf de soulagement qu'on devrait pousser aujourd'hui quand on nous annonce la suspension des activités d'Orano. On aurait même souhaité que les activités soient définitivement à l'arrêt de ce côté, au regard des conditions qui sont également décrites par Lida Larbaoui.
Ben, écoutez, il y a une combinaison de facteurs. La première combinaison, c'est la colonisation. Il n'y a pas très longtemps, vous vous souvenez, notamment en ce qui concerne les pays de l'espace francophone, il leur était interdit d'aller à plus de 2 mètres du sol. Tout le sous-sol était la propriété de la France. Lorsque vous lisez la charte de l'impérialisme, je crois que vous retrouvez tous ces éléments-là. Lorsque vous les accords que la France a signés avec la France, avant les années 60 ou même après, consacrait justement la propriété de notre sous-sol à la France. Et si d'aventure le Sénégal, le Cameroun, le Gabon ou bien l'Algérie avaient la possibilité de trouver un entrepreneur pour vendre son pétrole ou son cacao, il faut d'abord se référer à la France si elle vous donnait son accord. Donc, c'est important de souligner ces facteurs coloniaux. Et il a donc fallu d'abord commencer à dénoncer ces accords léonins que la France a signés avec la France pour gérer les États africains, pour qu'on puisse aboutir à ce petit basculement que nous observons du côté du Sahel ou ailleurs en ce qui concerne la nationalisation de l'exploitation de nos matières stratégiques. La seconde chose, le second facteur, c'est les endocolons que la France a laissés en partant sans partir. Pas seulement la France en tout cas. C'est-à-dire, je vous installe aux affaires, mais vous sauvegardez, vous préservez nos intérêts. Et vous vous souvenez que M. Bokassa, dirigeant d'un pays pauvre, dans les théoriquement pauvres, mais riches, se donner quand même la liberté d'offrir des diamants au chef d'État d'un pays impérialiste, c'est-à-dire varié d'escadestin, qui s'est quand même payé le luxe de lui faire un bébé avec sa femme. Lorsque vous avez donc, il y a plein d'exemples comme ça. Au Gabon, le petit Gabonais n'était pas la propriété du peuple gabonais, c'était la propriété de la France, de la famille Bongo. On a cette célèbre phrase de Léon Bas qui disait les Gabonais ont désormais 2 nationalités, gabonaise la nationalité française et la nationalité. Voilà. Vous allez du côté de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. À un moment donné, on a même menacé de lui faire un coup d'état à M. Houphouët-Boigny lorsqu'il a décidé de vendre son cacao à la Chine. Parce que la France l'achetait beaucoup trop moins cher. Lorsqu'on va tuer Kadhafi en Libye, on a fabriqué une histoire, un narratif, comme quoi c'était un dictateur qui tuait son peuple. Mais l'assassinat du leader libyen Kadhafi, Muammar Kadhafi, c'était le pétrole. Sinon, comment stopper la CENI, Anatole Beraïs? J'y arrive. Il y a un pillage généralisé de nos ressources naturelles et qui parfois s'accompagne, c'est-à-dire d'une violence indescriptible. Non, ce qui se passe, c'est que quand vous avez donc démantelé ces accords léonins, qui consacraient le pillage exclusif de nos matières premières à certaines puissances étrangères, il faut un leadership au niveau leadership. Un leadership qui n'est pas clivé, parce que vous avez des réunions, vous avez certains hommes prétendument porteurs de changements dans notre pays, mais qui en réalité vont perpétuer le même système de la France-Afrique, pour ce qui est de la Centrafrique. C'est-à-dire qu'ils signent des accords avec la France qui va les porter au pouvoir et ils vont poursuivre le même système de pillage, de prédation, mais surtout, j'ai envie de dire, de paupérisation de notre population. Donc il faut une nouvelle classe politique courageuse, déterminée, patriote, même s'il n'est pas panafricaniste, mais que ce soit une nouvelle classe politique courageuse, déterminée, patriote, et surtout, j'ai envie de dire qu'il y a une idéologie.
Parce que la plupart de ces individus qui sont, n'est-ce pas, portés par les Français, certains dirigeants français, n'ont aucune idéologie. Si oui, leur idéologie, c'est le fauteuil présidentiel et puis basta. C'est tout. Voilà. Donc, je voudrais terminer en disant que il faut revoir, pour terminer, il faut nationaliser. Il faut nationaliser, n'est-ce pas, l'exploitation de nos matières stratégiques. Nous avons, dans les écoles, d'ailleurs, de la matière au travail, les ressources humaines qui travaillent pour le compte de ces pays-là. Qu'on ne nous fasse pas croire que nous ne pouvons pas avoir des Africains qui puissent être capables de pouvoir gérer, n'est-ce pas, ces segments de notre économie. Voilà. Donc, il faut absolument nationaliser l'exploitation de nos matières stratégiques. Deuxième chose, si d'aventure il est question de concéder leur exploitation à des entités extérieures, il faut que le cahier de charges soit rigoureux. Je lis, lorsque vous prenez le cas du Niger, en ce qui concerne l'exploitation de l'uranium, dans chaque, je ne sais pas sur le contrôle de l'économie sur le plateau, dans chaque structure, vous avez un bureau qui porte l'équito QHCE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. Ça veut dire qu'il s'agit là des acronymes qui devraient être respectés sur le papier, sur le terrain, mais qui ne le sont pas. La preuve, c'est que ce soit l'exploitation forestière, QHCE, c'est pas respecté, que ce soit l'exploitation aurifère, c'est pas respecté, on peut l'environnement, on détruit l'écosystème, on ne respecte rien, les communautés riveraines sont exposées, vous avez la bauxite qui est enfouie et qui produit, j'ai envie de dire comment ça, vous avez la bauxite qui est enfouie dans le lieu où c'est exploité et ça produit quoi? Des cancers, entre autres. Vous avez l'uranium qui est exploité quelque part, les déchets radioactifs sont exposés à l'air libre et ça cause, bien évidemment, on se retrouve avec des populations qui se trouvent avec des problèmes de santé, qui sont irradiées, pour d'autres, l'environnement qui est détruit, l'écosystème qui est totalement pollué. Mais vous avez donc les États de ces multinationales qui sont représentés dans nos pays, qui vont fanfaronner d'être les défenseurs de l'environnement. Pour le cas du Niger, Orano dit, ou du moins regrette le fait que cette suspension entraîne aujourd'hui je ne vais pas parler de licenciement, mais que cela mette en arrêt un peu plus de 780 employés sous sa direction, même si les salaires continueront à être payés jusqu'au mois de décembre 2024.